Monsieur Le Tourneau. Merci. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis un académique, pas du tout un industriel. Voilà, donc je vais vous parler de la médecine personnalisée en cancérologie. Donc, je vais commencer par vous définir un petit peu ce que c'est qu'un cancer. Un cancer, c'est une cellule normale devient cancéreuse par une altération de son génome, c'est-à-dire une altération de l'ADN de la cellule. Alors, il y a une distinction qui est très importante. Il faut distinguer ce qu'on appelle la génétique somatique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN des cellules tumorales, donc qui est donc différent de l'ADN des cellules saines, et la génétique constitutionnelle, qui est justement l'étude de l'ADN normal des personnes. On peut avoir des prédispositions au cancer en ayant une altération au niveau de l'ADN des cellules normales. Alors, le traitement en cancérologie, c'est bien entendu avant tout la chirurgie et la radiothérapie, c'est-à-dire envoyer des rayons sur la tumeur. Ça, c'est des traitements qui sont locaux. C'est ce qui permet, dans la moitié des cas, de guérir le cancer. Nous avons aussi des médicaments. Ces médicaments, la chimiothérapie et puis les thérapies ciblées dont on va parler, permettent d'aider le traitement local, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, à être plus efficace pour essayer de diminuer le risque de récidive. Mais c'est surtout les traitements qu'on donne chez des patients qui ont des cancers, on appelle métastatiques, c'est-à-dire qu'il y a des cellules tumorales qui sont allées se loger ailleurs dans le corps, que ce soit dans le foie, dans le poumon, etc. Donc, les agents de chimiothérapie classiques, les agents cytotoxiques, comme vous voyez à gauche, sont des médicaments qui vont détruire les cellules en division. Un peu le bazooka, si vous voulez. Ça détruit toutes les cellules en division, mais on a un certain nombre de cellules dans le corps humain qui se divisent également. Donc vous comprenez tous les effets secondaires que la chimiothérapie peut donner, comme la perte des cheveux, les nausées, les vomissements, etc. Nous avons depuis plus récemment des thérapies ciblées, qui sont des médicaments qui vont aller cibler une altération de l'ADN de la cellule tumorale. Comme je vous disais, une cellule tumorale est caractérisée par un génome qui est différent des cellules saines. On va essayer d'identifier ces molécules qui sont anormales dans la cellule tumorale et aller les cibler avec des médicaments. C'est ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Alors aujourd'hui, pour traiter le cancer, première chose que l'on regarde, c'est où est né le cancer. Est-ce que c'est un cancer du poumon? Est-ce que c'est un cancer du côlon? Etc. Et en fonction de ça, on va choisir les traitements médicaux, que ce soit la chimiothérapie ou les thérapeutiques ciblées. Ces médicaments sont donnés de façon exclusive quand les patients ont une maladie métastatique, donc comme je le disais tout à l'heure, des cellules tumorales qui sont allées se loger ailleurs dans le corps. À ce stade-là de la maladie, a priori, on n'arrive plus à la guérir. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est de contrôler la maladie le plus longtemps possible, ce qu'on arrive à faire parfois pendant des années, mais ce qu'on arrive parfois à faire difficilement, uniquement pendant quelques mois. Donc aujourd'hui, le choix des traitements, que ce soit la chimiothérapie ou les thérapeutiques ciblées, se fait sur la base de l'organe qui est touché. Alors cette diapositive, inutile d'essayer de la comprendre. Ce que je veux juste dire par là, c'est que les altérations moléculaires qu'on retrouve dans certains cancers, que ce soit des mutations, c'est-à-dire qu'il y a une paire de bases qui est remplacée par une autre, une amplification, c'est-à-dire qu'il y a un gène qui est exprimé, au lieu d'être exprimé 2 fois, il est exprimé 3, 4, 10, 20 fois. Ces altérations, finalement, on les retrouve dans tous les types de cancers. Alors maintenant, leur incidence peut varier, c'est-à-dire que ça peut être 20% dans le cancer du côlon et 5% dans le cancer du sein, 80% dans les glioblastomes, etc. Donc finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, sachant qu'on connaît finalement maintenant le génome des différents cancers, et qu'on est capable de voir quelles sont toutes les anomalies présentes dans une cellule tumorale, est-ce que finalement il ne faudrait pas décider du traitement sur la base des altérations moléculaires que l'on retrouve d'un point de vue individuel, c'est-à-dire chez chaque patient, pour choisir des thérapeutiques ciblées qui vont aller spécifiquement inhiber ces altérations moléculaires. Et c'est ça qu'on appelle la médecine personnalisée en cancérologie, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus avec des groupes de patients qui ont le même type de cancer et qui reçoivent les mêmes traitements, mais chaque patient devient unique et 2 patients avec un cancer du sein peuvent être traités différemment selon le profil moléculaire de leur tumeur. Donc est-ce que ça, c'est juste un espoir ou c'est également une réalité aujourd'hui en cancérologie?
Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer quelles sont les données de la littérature et puis surtout quel est le marché qui se développe autour de ça, puisque finalement la grande révolution aujourd'hui, ce n'est pas les thérapeutiques ciblées, mais c'est surtout la technologie qui permet de regarder de multiples altérations moléculaires de la tumeur d'un patient en une seule manipulation, en un seul test. Et ça, maintenant, ça devient faisable pour un coût qui est raisonnable, dans un temps qui est raisonnable, et qu'on peut faire à l'hôpital ou ailleurs. Voilà, donc ça, c'est un séquenceur. Donc maintenant, ces séquenceurs sont dans tous les hôpitaux, quasiment, donc qui permettent de regarder les mutations de multiples gènes en une seule manipulation. Ça, ce n'était pas possible il y a encore 10 ans. Il y a 5 ans, c'était possible, mais ça coûtait encore quelques millions de dollars. Aujourd'hui, c'est possible pour quasiment moins de 1 000 euros. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser en clinique et c'est quelque chose qu'on peut évaluer. Donc ça a commencé à être évalué dans le cadre d'essais cliniques, c'est-à-dire la recherche clinique. Ça n'est pas le soin courant. Et je vais vous montrer quels sont les principaux résultats et à partir de là, vous pourrez voir si c'est effectivement uniquement un espoir ou si c'est une réalité pour demain. Alors excusez-moi pour ces diapositives qui sont très académiques. Il s'agit de données du MD Anderson, donc qui est un centre de lutte contre le cancer américain. Vous avez l'habitude là-bas, chez les patients, de faire justement un séquençage de la tumeur des patients afin de choisir les traitements qu'on pouvait leur donner. Des traitements qui étaient donnés dans le cadre d'essais thérapeutiques. Et ce qu'ils ont montré de façon rétrospective, c'est que les patients finalement qui étaient inclus dans des essais thérapeutiques avec des thérapies ciblées qui correspondaient aux altérations moléculaires qui avaient été détectées chez ces patients de façon individuelle, ils répondaient mieux au traitement, c'est ce qu'on voit par tout ce qui est en dessous de la courbe du zéro, que ceux finalement qui avaient été inclus dans des essais un petit peu au hasard, c'est-à-dire pas sur la base d'une altération moléculaire, ce qu'on fait classiquement. Et ça se traduisait par une survie de ces patients qui est meilleure. Alors c'est sûr, je vais vous faire peur, mais là, au début, vous avez 100% en haut. Alors le pointeur ne marche pas très bien. Donc tous les patients sont vivants. Et vous voyez qu'au cours des mois, les patients meurent de leur cancer, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de guérir des patients qui ont des cancers métastatiques. Mais malgré tout, les patients qui recevaient des traitements ciblés sur la base de l'altération moléculaire détectée, finalement, ils mouraient plus tard que les autres. Voilà. Donc c'était déjà un premier résultat qui était encourageant, mais qui était rétrospectif. Et donc vous savez qu'on ne peut pas tirer des conclusions robustes d'une étude rétrospective par rapport à un essai prospectif. Voilà, toujours est-il que l'avènement du séquençage à haut débit, ces résultats ont été la cause de la naissance d'un certain nombre d'entreprises. Alors, je vous ai donné 2 exemples ici, mais comme Caris ou Foundation Medicine, qui sont des entreprises privées qui finalement proposent aux patients de réaliser le séquençage de leur tumeur et puis leur envoient un compte-rendu en leur disant voilà, on a trouvé ça, 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 et donc on vous conseille d'être traité avec tel médicament. Donc ça coûte $5 000. Aux États-Unis, c'est remboursé par les assurances. En France, ça ne l'est pas, mais en France, les patients peuvent tout à fait faire ça. C'est-à-dire qu'ils nous voient, ils sont en contact avec Caris, ils envoient un prélèvement de leur tumeur et pour $5 000, et quelques semaines plus tard, ils ont le résultat. Voilà, donc moi, je vois fréquemment des patients qui viennent en consultation avec leur profil Caris ou Foundation Medicine et qui me disent voilà ce qu'on a trouvé, est-ce que vous pouvez me donner les médicaments qui correspondent ? Donc vous voyez que dans la tête des gens, finalement, la médecine personnalisée, pour certains patients, c'est déjà une réalité, si vous voulez. Ça veut dire qu'ils se disent que grâce à ce profil moléculaire qui a été réalisé sur leur tumeur, ils vont probablement recevoir le traitement qui va fonctionner, qui va correspondre à l'anomalie détectée et qu'ils vont s'en sortir mieux. Ils pensent même parfois qu'ils vont être guéris avec ça. Voilà, alors ça c'était en guise d'introduction. Alors, quelle est l'évidence scientifique ? Et donc là, je vais aller rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quels sont les essais cliniques qui permettent finalement de faire la démonstration de la médecine personnalisée ? Et je vais vous montrer les essais qui sont en cours et quels sont les résultats que nous avons. Premier paragraphe, ce sont les essais stratifiés. Les essais stratifiés, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont un type tumoral bien précis. Alors, en l'occurrence, ça, c'est des patients qui ont un cancer du côlon. Un profil moléculaire de leur tumeur est réalisé. Puis en fonction des altérations qui sont découvertes, alors ces altérations sur des gènes un peu barbares, BRAF, PI3KCA, etc., et les patients reçoivent finalement les thérapies ciblées qui correspondent. Donc là, c'est stratifié parce qu'à la fin de l'essai, on sera capable de dire si, chez les patients qui ont un cancer du côlon avec une mutation BRAF, est-ce que donner un inhibiteur de BRAF, est-ce que ça marche par rapport à ce qu'on fait d'habitude ?
Donc là, ces essais stratifiés avec une stratification moléculaire, donc c'est dans un type de tumeur bien précis, on regarde de multiples altérations moléculaires et on donne les traitements qui correspondent à ces altérations moléculaires. Un deuxième type d'essais stratifiés, c'est les essais stratifiés d'un point de vue histologique, c'est-à-dire sur le type de cancer. C'est-à-dire que là, on a un médicament qu'on va donner à des patients qui ont des types de cancer tout à fait différents, mais qui partagent tous la même altération moléculaire. Donc il y a des programmes comme ça qui sont conduits par la France, qui sont les programmes AXE, et qui sont des programmes stratifiés sur le type tumoral. Donc là, dans ces cas-là, c'est des patients qui ont des types de cancer très variés, mais on regarde une ou plusieurs altérations moléculaires qui sont la cible du médicament en question, le médicament qui est une thérapie ciblée, puis on donne ce traitement. Voilà, deuxième type d'essai, ce sont des essais qui évaluent des algorithmes. Et c'est là où je pense qu'il y a tout un marché qui s'ouvre, puisque pour améliorer la survie des patients, il y a effectivement des nouveaux médicaments, et ça, il y en a régulièrement qui sortent. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'en utilisant le séquençage à haut débit et en décrivant des algorithmes de traitement sur la base des rapports de ces séquençages à haut débit et en choisissant le traitement en fonction, est-ce que ça ne peut pas permettre non plus d'améliorer la survie des patients? Donc il y aurait d'un côté les médicaments et d'un autre côté finalement une stratégie qui utilise le séquençage à haut débit. Alors une première étude qui date maintenant d'il y a 5 ans et puis qui n'utilisait pas le séquençage à haut débit, mais bon, c'est pour vous montrer le principe, avait montré que chez les patients qui avaient n'importe quel type de cancer, donc qui étaient métastatiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les guérir, si on faisait un profil moléculaire de leur tumeur, alors c'était des techniques, ce n'était pas du séquençage, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qu'on donnait le traitement qui suivait, alors est-ce que cela produisait une efficacité? Alors pour évaluer cette efficacité, on regardait pendant combien de temps marchait le traitement qui avait été choisi sur la base de l'altération moléculaire, et on comparait cette durée à la durée du dernier traitement que les patients avaient reçu. Et donc, ils avaient retrouvé qu'il y avait un peu moins de 30% des patients qui avaient un ratio qui était supérieur à 1,3. Alors, vous prenez par exemple ici ce patient. Donc, lui, il était sous traitement standard avant, en jaune. Donc, ce traitement a marché pendant 2 mois. Il a eu son profil moléculaire. On lui a donné le traitement qui correspondait à l'anomalie qui était détectée. Et le traitement a marché pendant 16 mois. Donc là, le ratio, vous voyez, bon, il est assez important. Et donc, ça prouvait l'efficacité finalement de cette approche. Mais alors pas chez tous les patients, mais chez 27% des patients. Voilà. Alors cet essai n'était pas randomisé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tirage au sort. Ça veut dire que voilà, on ne pouvait pas comparer les deux approches. Et puis, l'évaluation de l'efficacité du traitement en jaune là était un petit peu débattue, etc. Parce que ce n'était pas dans le cadre de la recherche clinique. Mais toujours est-il que ça suggérait que faire le profil moléculaire de la tumeur du patient et puis choisir le traitement, ça améliorait les choses chez un certain nombre de patients. Voilà, il y a d'autres essais comme ça qui ont lieu en France, aux États-Unis, au Canada, auxquels on participe activement. Et puis il y a cet essai que nous avons réalisé en France, à l'Institut Curie, et puis avec d'autres centres de lutte contre le cancer en France, et donc qui est le premier essai au niveau international. Un essai comparatif, finalement, on s'est dit, voilà, nous on aimerait bien voir ce que ça fait en vrai, c'est-à-dire avec un tirage au sort, c'est-à-dire que les patients ont fait leur profil, on regarde s'il y a une altération, et ensuite voilà. Soit on leur donne le traitement qui correspond à l'altération qu'on a trouvée, soit on leur donne ce qu'on fait d'habitude. Ça, c'est la manière la plus pure, finalement, de démontrer la validité d'une stratégie. Voilà, bon, donc c'est ce qu'on a fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'essai clinique. Toujours est-il qu'il y avait ce tirage au sort, avec un algorithme de traitement bien défini, c'est-à-dire que vous avez ici toutes les altérations moléculaires que l'on regardait, tous les types d'altérations qu'on recherchait, puis les traitements, les thérapies ciblées qu'on donnait. Alors, cette diapositive illustre le recrutement des patients. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce qu'on attendait, c'était la courbe rouge, et le recrutement, c'est la courbe bleue. Donc ça, cette diapositive, elle traduit finalement l'enthousiasme des patients. Alors, pas que des patients, mais des médecins. On a pas mal de médecins qui nous ont envoyé des patients, donc de beaucoup de centres de cancérologie en France pour cet essai. Parce que finalement, dans l'imaginaire des gens, effectivement, la médecine personnalisée, et par les messages qui ont été véhiculés par les médias, médecine personnalisée, ça existe. Et donc faire le profil moléculaire et donner le traitement, c'est ça qui va guérir le cancer. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de patients qui ont été adressés, il y a beaucoup de médecins qui sont très enthousiastes, et beaucoup de gens qui croient que ça existe déjà. Alors, la première chose, c'est qu'on a inclus donc un peu plus de 700 patients dans ces 8 centres en France, et qu'au final, il y en a
un peu moins de 200 qui ont été traités, c'est-à-dire 27%. Donc, ce qui veut dire déjà que cette approche, elle n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément des altérations moléculaires qu'on peut cibler avec des thérapies ciblées. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors bon, ça j'illustre le fait qu'il y ait des patients qui avaient des types tumoraux très variés. La deuxième chose, c'est que quand on regarde finalement les courbes de survie, et ce sont celles-ci, donc vous avez en bleu les patients qui ont reçu la thérapie ciblée, puis en rouge ceux qui ont reçu ce qu'on fait d'habitude, finalement ça ne change rien. Donc ça veut dire que là, le résultat de l'essai, il est négatif. Et c'est le seul essai randomisé qu'on ait actuellement. Donc aujourd'hui, la preuve de la démonstration de la médecine personnalisée, elle n'est pas faite. Alors bien entendu, il y a des analyses en sous-groupe qu'on avait prévues dès le départ qui ont été faites en fonction de l'altération moléculaire. Alors, sur la voie des récepteurs aux hormones, on ne trouvait pas de différence non plus. Sur une voie qui est une voie canonique du cancer, qui est la voie PI3K, on commençait à avoir des courbes qui se dégageaient, mais ce n'était pas non plus significatif. Et puis finalement, sur la dernière voie, qui est une voie qui ne touchait que quelques patients, 24 patients sur 741, donc vous voyez dans quelle proportion on est, 3% des patients. Là, on a l'impression effectivement que la thérapie ciblée fait mieux que ce qu'on fait d'habitude, mais là encore, ce n'est pas significatif parce qu'il y a peu de patients. Donc au final, le résultat de l'essai, il est négatif. Alors, il y a d'autres essais qui sont en cours, et bon, les Français sont pas mal placés pour ça. Il y a l'essai MOST, qui est dirigé par Lyon. Il y a des essais américains. Alors, les essais américains qui sont encore plus originaux. Alors eux, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils font un séquençage de la tumeur des patients, donc des patients qui ont des types de cancers variés à nouveau. Et puis, ils voient s'il y a une altération moléculaire. Si c'est le cas, il va y avoir un tirage au sort entre recevoir le traitement qui correspond à l'altération moléculaire qui était détectée, ou alors recevoir n'importe quel autre traitement qui ne correspond pas. Vous allez me dire, c'est pas éthique de faire ça. On ne peut pas trouver une altération sur un gène HER2 et donner un traitement qui cible PI3K. Oui, alors on peut voir les choses comme ça. Mais comme je vous ai dit, la démonstration de la médecine personnalisée, on ne l'a pas encore faite. Donc finalement, c'est quand même important d'avoir ce genre d'essai. Et cet essai, finalement, c'est le seul essai qui teste uniquement l'algorithme de traitement. C'est-à-dire la correspondance entre les altérations moléculaires qu'on découvre et le traitement qu'on donne. Donc c'est un essai qui est très important. Alors c'est en cours, donc je n'ai pas de résultats à vous montrer. Voilà, d'autres essais dans des types tumoraux bien particuliers qui sont en cours en France. Et là, je souligne encore le fait qu'en France, on est probablement un petit peu en avance par rapport aux petits copains et même par rapport aux États-Unis. Voilà, donc dans ces essais, finalement, que je viens de vous présenter, la seule chose qu'on teste, c'est l'algorithme de traitement, c'est-à-dire la correspondance entre les altérations et les médicaments qu'on donne. À la fin de ces essais, on est incapable de vous dire « Ah ben tel traitement, il marche chez des patients qui ont tel type de cancer avec telle altération moléculaire ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de puissance suffisante pour répondre à ces questions. Si on voulait des essais qui ont une puissance suffisante, il ne faudrait pas les 741 patients que je vous ai montrés, mais il en faudrait 20 000. Donc en pratique, on ne pourrait pas les faire, ces essais. Donc là, c'est les patients qui ont plusieurs types de cancers. On regarde plusieurs altérations moléculaires, on donne plusieurs traitements en fonction de ce qui est trouvé. Et ces essais, donc, ils évaluent uniquement la pertinence de l'algorithme. Donc là, il y a un marché qui s'ouvre, effectivement, parce que pour celui qui trouve l'algorithme de traitement, qui effectivement, quand on l'utilise et qu'on donne le traitement qui correspond à ce qu'on a prédéfini au départ, finalement, les patients, ils s'en sortent mieux. Eh ben, cet algorithme est quelque chose qui est vendable en soi, puisque c'est quelque chose qui peut être breveté. Alors, il y a des conditions nécessaires pour la validation d'un algorithme. L'algorithme, il faut qu'il soit figé au départ. Si vous le changez en cours d'essai, bien entendu, vous ne pouvez pas reproduire les résultats que vous obtenez. Il faut qu'il soit précis en termes de quelle technologie on a utilisée. On sait qu'en utilisant des technologies différentes, on peut obtenir des résultats différents. Ça peut vous choquer, mais ça, on vit avec ça en médecine. Les seuils utilisés doivent être précisés, les relations entre les cibles et les traitements également, et puis la hiérarchisation des altérations moléculaires. Il peut y avoir plusieurs altérations moléculaires, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Donc, je vais terminer en 5 minutes par les défis. Les défis de l'approche de la médecine personnalisée. La première, c'est les défis logistiques. Si on veut vraiment savoir à quoi ressemble la tumeur au moment où on va la traiter, il faut avoir un prélèvement.
de la tumeur. Donc il ne faut pas juste récupérer les lames de quand le patient a été opéré la première fois pour son cancer du côlon, mais il vaut mieux faire un prélèvement d'une métastase au niveau du foie, au niveau du poumon, etc., pour être sûr que ce qu'on observe, c'est bien ce qu'on va traiter. Donc là, des biopsies, c'est pas très grave, hein, ça se fait, mais bon, c'est quand même quelque chose, si on peut l'éviter, qui est mieux. Ça peut quand même être difficile, il y a des patients qui ont des métastases qui sont profondes, etc., donc elles ne sont pas accessibles à une biopsie. Il y a quand même des risques, parce que c'est un geste invasif, donc il y a des risques de saignement, d'infection, etc., qui sont rares, mais qui existent malgré tout. Donc là, il y a le développement de nouvelles techniques qui sont moins invasives, comme ce qu'on appelle les cellules tumorales circulantes. Souvent, les patients qui ont un cancer métastatique ont des cellules tumorales qui circulent dans le sang. On peut les récupérer, on peut éventuellement les analyser. Il y a également l'ADN tumoral circulant, c'est-à-dire que l'ADN de la tumeur circule lui aussi dans le sang, et on peut le récupérer, on peut faire des analyses dessus. Ce qu'on a fait dans l'essai que je vous ai présenté, l'essai Shiva, c'est qu'on a fait ces analyses de séquençage donc sur la tumeur, bien entendu, à partir des prélèvements, mais également sur l'ADN tumoral circulant, et on a trouvé des résultats très concordants. Donc pour certaines altérations moléculaires, c'est une technique qui est très intéressante et qui est en développement actuellement. Problème technique, parce qu'on parle de séquençage comme si c'était quelque chose qui était simple. Il faut déjà extraire l'ADN, il faut savoir quelle technique de séquençage on utilise. La bioinformatique, c'est majeur, c'est-à-dire que si on n'avait pas la bioinformatique, le séquenceur, il vous fait les analyses, mais il ressort des fichiers avec des petites barres rouges et vertes qui sont illisibles. Et donc il faut des logiciels bioinformatiques qui vont traiter ces milliers et milliers de données pour avoir un compte-rendu finalement qui soit intelligible pour les médecins. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mutation, oui ou non? Et cette mutation, est-ce que c'est une mutation qui est importante? Est-ce que c'est une mutation activatrice ou est-ce que c'est une mutation passagère dont on se fiche? Et puis les délais, il faut que tout ça se soit fait dans un délai qui soit assez rapide. Comme vous l'avez compris, des patients qui ont un cancer métastatique, c'est des patients dont le cancer évolue rapidement. Il ne s'agit pas que ces analyses soient faites en 3 mois, parce que ça risque d'être trop tard. Voilà, il faut des contrôles qualité à chacune des étapes. L'essai Shiva que je vous ai montré, c'est un essai académique, donc tout était fait à l'Institut Curie qui est à l'hôpital. Maintenant, ça commence à se développer et il y a probablement un transfert de technologie qui se fait par les entreprises dont je vous ai parlé, Caris et Foundation Medicine. Alors, avec des algorithmes de traitement qui présentent dans leurs brochures qui sont simplistes et qui nécessiteraient certainement une interaction plus importante avec les académiques. Voilà, les défis biologiques. Quelle est la valeur prédictive de réponse des altérations moléculaires que l'on découvre? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a de multiples altérations moléculaires? On sait que la tumeur, et là c'est un niveau de complexité supplémentaire, elle est hétérogène. Ça veut dire que quand vous faites un prélèvement à un endroit dans la tumeur, vous n'avez pas forcément les mêmes résultats que si vous faites un prélèvement à un autre endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis bien longtemps. Malgré tout, on a quand même développé des thérapeutiques ciblées qui sont efficaces chez les patients et qui permettent de les guérir plus ou d'allonger leur survie de façon importante. Mais c'est quand même un frein et c'est probablement ce qui explique la résistance au traitement. Pourquoi est-ce qu'une thérapeutique ciblée qui va aller cibler une altération moléculaire ne guérirait pas un cancer métastatique? Elle ne le guérit pas parce qu'il y a des cellules qui n'ont pas l'altération moléculaire et puis il y a des sous-clones minoritaires qui se développent et qui prennent le relais pour la progression de la maladie. Donc une interaction entre les chercheurs, les biologistes et les médecins, donc c'est ce qu'on fait à l'Institut Curie et dans d'autres centres, qui est primordial. En termes statistiques, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais ces essais qui mélangent finalement des patients qui ont des pathologies différentes, des altérations moléculaires différentes, des médicaments différents, ça nécessite des plans d'expérience statistiques novateurs. Les coûts, parce que finalement, même si ce séquençage il est relativement peu coûteux, si c'est 1 000 € par patient, c'est multiplié par le nombre de patients. Donc vous voyez que ça monte rapidement. Il faut rajouter à ça souvent le coût de la bioinformatique. Voilà, quel est le coût pour la société? Si un jour, effectivement, on faisait cette démonstration, là aussi, on aurait probablement un problème de financement parce que ça reste relativement cher. Maintenant, on peut espérer que finalement, dans le temps, ces coûts vont continuer à décroître comme ce qui se passe actuellement. Voilà, il faut des analyses médico-économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on valide des nouveaux médicaments pour les patients, mais même de nouvelles stratégies, si l'analyse médico-économique est favorable, c'est-à-dire que les gouvernements sont prêts finalement à payer de nouveaux traitements ou de nouvelles stratégies
pour des prix qui ne sont pas déraisonnables. Vous avez sûrement entendu parler des prix de certains médicaments comme l'immunothérapie, des traitements qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois pour des patients atteints de cancer. Et vous voyez que si, à l'échelle d'une population de patients atteints de cancer, ça fait des budgets qui sont absolument faramineux. Problème éthique. Quand on va faire des analyses moléculaires sur l'ADN de la tumeur des patients, si on veut aller un peu plus en profondeur, il faut comparer à l'ADN normal, c'est-à-dire à l'ADN constitutionnel du patient, pour retirer le bruit de fond, si vous voulez. Mais vous pouvez tomber sur des altérations moléculaires comme des facteurs de prédisposition à la maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, ou d'autres altérations qui ne sont pas forcément des altérations que vous recherchiez, mais que voilà, vous tombez dessus. C'est des altérations qui peuvent toucher votre descendance. Donc c'est quand même important de savoir voilà, qu'est-ce qu'on regarde, quelles sont les informations qu'on retourne aux patients. Donc c'est important d'avoir des consentements éclairés très précis, c'est-à-dire que les patients soient bien conscients de exactement ce qu'on va faire quand on va faire des analyses de leur tumeur ou de leur ADN normal, parce que ça peut impliquer ensuite leur descendance si on tombe sur des altérations qui touchent les lignées germinales. L'accès aux médicaments, alors voilà, comme je vous ai dit, la preuve de la médecine personnalisée n'a pas été faite, il y a des essais en cours, mais c'est compliqué puisque vous avez compris que là on ne raisonne plus par l'organe qui est malade, mais par l'altération moléculaire. On est obligé d'avoir de multiples traitements. Et je dois vous avouer qu'obtenir les médicaments dans ce type d'essai, c'est un casse-tête. C'est souvent des médicaments de compagnies différentes. Et avoir des industriels du médicament qui travaillent ensemble, c'est pas simple. Donc là, dialogue entre les autorités de santé, les industriels, les investigateurs, les autorités de santé pour espérer avoir accès aux médicaments qui sont déjà commercialisés dans le cadre de la recherche clinique. Et ça, c'est l'objet d'un projet de loi en cours. Voilà, donc finalement, en conclusion, la technologie à haut débit, donc qui permet de regarder de multiples altérations moléculaires d'un coup, ça existe. Il y a des compagnies privées qui sont développées, Caris, Foundation Medicine, etc. Il y a des essais de médecine personnalisée qui ont essayé de valider cette stratégie, mais ces essais jusque-là sont négatifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la preuve que finalement faire le profil moléculaire de la tumeur d'un patient et lui donner le traitement qui correspond, ça améliore sa survie. Donc aujourd'hui, la médecine personnalisée, on voudrait dire que c'est un espoir, ça n'est pas encore une réalité. Voilà, il n'a pas encore été démontré que l'utilisation de ces technologies permettait d'améliorer la survie des patients. Maintenant, c'est des technologies qui sont intéressantes dans le cadre de la recherche clinique. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'essais avec des molécules aujourd'hui qui s'adressent à des patients, seulement des patients qui ont une altération moléculaire bien précise. Si on peut avoir la carte génétique de leur tumeur avant de commencer les traitements, c'est hyper important parce qu'on va pouvoir inclure les patients dans des essais avec des molécules qui ciblent cette altération moléculaire. Donc c'est quand même un outil pour la recherche clinique qui, à mon avis, est majeur. Voilà, je vais m'arrêter là et je passe, je pense, la parole à M. Corman. Merci. Moi, sur cette présentation, en tant qu'industriel, moi, je vais peut-être réagir sur les perspectives que l'on peut avoir pour générer du revenu ou développer ou mettre les produits sur le marché. Car en fait, sur la base de la présentation qui vient d'être faite, on voit l'association systématique nécessaire de deux éléments. D'un côté, le traitement, donc le médicament ou la chirurgie ou la radiothérapie, et l'identification des biomarqueurs, ce que pour des médicaments, on va appeler les compagnons diagnostiques ou les tests génétiques tels que vous les avez évoqués. Et comme vous l'avez très justement dit, dans certains pays, ces tests peuvent être pris en charge ou remboursés selon les modalités des pays. Et en France, on est fortement en retard à ce niveau-là pour plusieurs raisons. Mais si on se met dans un positionnement d'industriel, un des points majeurs qu'il faut avoir en tête, c'est que autant il est assez facile, et je pèse mes mots sur le assez facile, de mettre des nouveaux médicaments sur le marché en France avec des procédures d'enregistrement qui sont totalement standardisées, bien respectées, avec un process clair, autant pour tout ce qui concerne le diagnostic, et en particulier le diagnostic in vitro, donc exactement ce dont on est en train de parler, ces procédures sont très, très difficiles à mettre en œuvre parce qu'en fait, il faut passer par plusieurs étapes. Quand vous avez un médicament, l'industriel du médicament soumet son dossier à
la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui a une commission en son sein qui s'appelle la commission de transparence, qui prend toutes les demandes de médicaments qui lui sont soumises par l'industriel et au fur et à mesure, elle procède à son évaluation. À l'issue d'une évaluation, en fonction du résultat que la commission de transparence va rendre, elle va considérer que le médicament mérite ou pas d'être remboursé et elle va donner son ratio de taux de remboursement 15, 30, 65 ou 100%. Ensuite, sur cette base-là, ça part au Conseil économique des produits de santé qui, lui, va déterminer le prix auquel le médicament sera remboursé. Tout ça est très clair et fonctionne très bien. Quand vous êtes industriel du médicament, vous trouvez que ça ne va jamais assez vite et que l'évaluation n'est jamais assez bonne, mais en tout cas, le système fonctionne. Quand vous êtes dans l'aspect du diagnostic in vitro, en fait, il faut bien comprendre, comme vous l'avez démontré, que ces tests, alors en tout cas en France, que ces tests vont devoir passer par les biologistes ou par les pathologistes. Donc, il y a bien l'implication de sociétés savantes qui vont devoir valider et déterminer que telle ou telle technologie est justifiée à leurs yeux et qu'ils vont donc eux-mêmes monter des dossiers qu'ils vont soumettre, cette fois-ci toujours à la Haute Autorité de Santé, mais non plus à la Commission de transparence, mais à la CNEDIMS, en demandant l'évaluation de ces actes pour un éventuel remboursement avant que, si c'est positif, l'UNCAM, donc la sécurité sociale, on va dire, décide d'un tarif et de l'inscription à la nomenclature. Donc ça, c'est la procédure. Le problème, c'est que cette procédure-là ne marche pas du tout. Elle ne marche pas car si on prend le cas de cette année comme des années précédentes, cette commission, elle reçoit en gros 20 à 30 demandes de dossiers qui émanent de sociétés savantes et elle en prend 3 ou 4 à son plan de travail. Donc ça veut dire que tous les ans, vous accumulez 15 à 20 dossiers qui avaient été demandés l'année précédente par des sociétés savantes et qui ne sont pas évalués. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été non pris au plan de travail l'année précédente qu'ils vont avoir la moindre priorité pour être pris au plan de travail de l'année suivante. Donc en fait, chaque année, il y a une nouvelle histoire de Sisyphe qui se passe. Vous arrivez avec les sociétés savantes et pas l'industriel, arrivent avec une demande d'évaluation d'un acte. La CNEDIMS, compte tenu de ses ressources et de ses moyens, fait son choix sur les technologies qu'elle va étudier. Pour l'année qui va venir, 2016, ça va être vraisemblablement 2 ou 3 technologies seulement qui vont être prises au plan de travail. Et au bout d'un certain temps, comme la balle dans le fût du canon, au bout d'un certain temps, cette évaluation finit par être rendue. Pourquoi je dis au bout d'un certain temps ? Parce que dans le médicament, la procédure est clarifiée avec des délais précis de rendu de résultats par la commission de transparence. Dans le diagnostic in vitro et dans les actes, il n'y a pas nécessairement de délai contraint pour la CNEDIMS. La seule façon que le délai soit contraint, c'est si l'UNOCAM, donc le payeur, sursaisit la CNEDIMS pour l'évaluation de ces technologies, auquel cas il y a une obligation de rendre le résultat en moins d'1 an pour la CNEDIMS, donc la commission au sein de la HAS qui s'occupe de ces technologies. Donc si ce n'est pas le cas, ça peut prendre un certain temps. Au bout de ce certain temps, l'évaluation va être rendue, positive ou négative. Si l'évaluation est négative, ça veut dire que la technologie et donc l'acte qui est associé avec le biologiste ou le pathologiste ne sera pas recommandé au remboursement et on va dire que ça s'arrête à peu près là. Ou alors l'évaluation est positive et ensuite ça part donc à l'UNOCAM pour une détermination d'une codification à la nomenclature pour obtenir un tarif pour l'acte. Donc voilà, ce système-là qui, s'il fonctionnait exactement comme la commission de transparence, on aurait la chance de pouvoir bénéficier en France de l'innovation thérapeutique, non seulement des médicaments, mais également des tests compagnons et des technologies. Dans ce qui existe aujourd'hui, c'est un des grands déficits de l'innovation en France dans le domaine de la santé, c'est ce dysfonctionnement ou ce manque de ressources, si on veut être politiquement correct, le manque de ressources de la HAS au sein de la CNEDIMS pour être capable d'évaluer au fil de l'eau, comme pour le médicament, les technologies qui sont soumises. Et quand vous vous placez du côté d'un industriel, en fait, on revendique ou on réclame plusieurs choses. La première, c'est au même titre que les industriels du médicament, de pouvoir soumettre nous-mêmes nos dossiers concernant nos produits. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une nouvelle technologie, cette nouvelle technologie de diagnostic peut remettre en cause certaines pratiques
d'anapathes ou de biologistes ou de ceux qui pourraient être les sociétés savantes impliquées dans l'évolution. Je vais prendre un exemple concret. Si vous amenez une nouvelle technologie qui modifie une approche chirurgicale et que fondamentalement les gens qui doivent soumettre ce dossier sont les chirurgiens, ils peuvent trouver de l'intérêt ou non à cette nouvelle technologie. Donc ce que l'on revendique en tant qu'industriel, c'est de pouvoir soumettre nos dossiers comme un industriel du médicament, d'avoir un guichet au fil de l'eau comme la commission de transparence pour que les évaluations soient faites au fur et à mesure, avec des délais, troisième point, qui soient connus, comme ça peut être le cas dans le médicament. Alors ces revendications, elles sont bien comprises, il y a un certain nombre d'enjeux qui bloquent derrière, mais le vrai enjeu, c'est celui des patients. Parce que comme vous l'avez dit, un point important, c'est évidemment d'être capable de mener des études cliniques, mais l'autre point encore plus important, c'est d'être capable d'avoir ensuite réellement pour les patients l'accès à ces technologies, donc au bon médicament, c'est-à-dire celui qui potentiellement, quand on aura fini de démontrer les vertus et les valeurs de la médecine personnalisée, au médicament qui correspondra véritablement bien au bon patient, au bon moment, au bon dosage et ainsi de suite. Et pour ça, il faut qu'il y ait les technologies de biomarqueurs et donc les compagnons diagnostiques, ce qui est aujourd'hui un des points majeurs de blocage. Donc, en tant qu'industriel, si vous êtes de ce côté-là, un point important à avoir en tête, c'est que pour que vous puissiez imaginer développer vos technologies, il faut que l'accès au marché, les modalités d'accès au marché de l'innovation soient clairement améliorées en France. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Bon, ah, pardon. Étant une start-up dans le domaine, je dirais, du diagnostic, au sens où nous pouvons détecter très facilement, à un coût très faible, des cellules tumorales circulantes qui peuvent aider soit au niveau, je dirais, du premier diagnostic, soit dans le suivi d'un patient, dans la mesure où on peut décompter 15 jours après la première, je dirais, chimiothérapie indiquée à ce patient, dire si elle marche ou si elle ne marche pas. Donc, bien évidemment, cela accélère aussi le processus d'optimisation des thérapies, puisqu'on peut apporter cette réponse très, très rapidement. Ce n'est qu'une application parmi d'autres de ces cellules tumorales circulantes. Je citerai aussi, vous l'avez mentionné, les biopsies. On peut tout à fait faire une biopsie aujourd'hui d'un cancer au travers de ces cellules tumorales circulantes qui peuvent être récupérées à partir d'un simple prélèvement sanguin. Donc, à partir de là, on connaît cette technologie depuis un certain temps. On sait que les Américains, les assurances, les mutuelles privées américaines remboursent ce type de test depuis un certain temps. Preuve donc qu'il y a une économie à réaliser ce type de test chez les patients atteints notamment de cancer déjà en phase de métastase. Pourquoi est-ce qu'en France on tarde et pendant ce temps-là, bien malheureusement, le nombre de patients qui décèdent par cancer ne fait que d'augmenter. Je crois qu'il y a un point qui est vraiment très important. Avoir des technologies disponibles, c'est effectivement très important. Mais le deuxième point, c'est démontrer que l'utilisation de ces technologies améliore la survie des patients. Vous dites qu'utiliser les cellules tumorales circulantes, ça permet d'améliorer la survie des patients. Ça n'a pas encore été démontré dans des essais cliniques. Donc c'est un élément qui est majeur, c'est ce qu'on appelle l'utilité clinique. Est-ce que ces technologies permettent réellement d'améliorer soit la survie, soit la qualité de vie des patients ? Une fois que ça s'est démontré, je n'ai aucun doute que ces technologies, elles entrent sur le marché sans problème. Alors qu'elles soient disponibles aux États-Unis, ça c'est une autre question. Parce que finalement, pourquoi est-ce que ces tests peuvent être remboursés par des compagnies d'assurance ? Il y a effectivement des liens. Ce n'est pas forcément le même système que nous utilisons, nous, avec un système public où effectivement tout nouveau médicament ou toute nouvelle technologie qui arrive sur le marché doit avoir démontré au préalable que ça améliorait effectivement les choses pour les patients. Dans ce domaine, il y a eu quand même de l'ordre de 15 000 études qui ont été réalisées
Alors, le nombre de publications ne veut pas dire que toutes ces publications sont positives. Il manque cette publication qui montre que dans un groupe, on utilise les cellules tumorales circulantes et dans l'autre, on ne le fait pas. Et quand on le fait, on améliore effectivement la survie. Cette publication, ce travail n'existe pas aujourd'hui. Je voulais juste vous poser une question, Monsieur Corman, mais d'abord je voulais vous remercier tous les deux pour ces interventions qui sont extrêmement intéressantes. Monsieur Corman, vous avez donc parlé de cette approche en France. Qu'est-ce qu'il en est en Europe, aux US? Est-ce que c'est plus facile pour des in vitro diagnostics pour les enregistrer au niveau US ou Europe? Ou il y a de la même difficulté? Alors en fait, il y a des études très intéressantes qui ont été menées. Je vous renvoie à une étude qui a été sponsorisée par l'association EPMED, E-P-E-M-E-D, qui a été faite par la Charité, donc le centre académique allemand qui est à Berlin, et donc sur la médecine personnalisée, sur l'accès au marché et les problématiques pour les compagnons diagnostiques. Donc je vous renvoie à cette publication que vous trouverez facilement. En fait, selon les systèmes de santé, les systèmes de prise en charge, les approches vont être très différentes. Et donc la capacité d'accès au marché vont aussi être très différente. Comme on l'a évoqué, effectivement, pour qu'un produit puisse espérer ou une technologie puisse espérer accéder au marché, l'utilité clinique, comme l'a dit M. Tourneau, est majeure, parce que vous pouvez avoir un nouveau test qui va avoir des résultats magnifiques, mais si ça ne change rien dans la pratique, ce n'est pas tellement la peine de l'utiliser. Globalement, malgré tout, tous les systèmes de santé ou tous les payeurs se réfèrent aux mêmes données, parce que vous êtes un payeur privé ou public comme nous en France, vous n'avez pas de raison de dépenser votre argent si ça va servir à rien. Donc, de façon générale, tout le monde s'appuie sur les mêmes données. Et en fait, ce sont les systèmes qui vont apporter la différence. Donc, au niveau américain, vous allez avoir... Alors, on va partir du système français. L'aspect du système français, ses forces et ses faiblesses. Ses forces, c'est d'être un système centralisé, national et public. Ses faiblesses, c'est d'être centralisé, national et public. Et donc, aux États-Unis, on est sur un modèle différent. Donc, l'accès par l'intermédiaire des payeurs privés, notamment par le biais des entreprises qui font que les salariés des entreprises sont plus ou moins automatiquement rattachés à des systèmes de prise en charge. Donc, les modalités de prise en charge vont générer des différences, car en tant que payeur, vous pouvez décider tel ou tel aspect. Et pour finir, dernier mot, en Europe, vous allez avoir des différences qui sont des différences liées au pays, mais plus encore, vous allez avoir des différences par région. Le marché italien, qui est un pays complètement régionalisé, certains de ces tests sont remboursés dans la région de la Lombardie, et ne sont pas dans le reste de l'Italie, par exemple. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre écoute. On va laisser la place à la prochaine conférence.